je suis content, je suis content de pouvoir introduire ce webinaire en ligne Séminaire et Systemix. Donc aujourd'hui, on parlera sur la mobilité inclusive à l'ère des villes intelligentes et j'ai l'honneur et je suis content de pouvoir présenter Mir Abolfaz Mostafavi, qui est chercheur à l'Université Laval au Québec, au Canada, qui était en fait en France, à Paris, il y a quelques mois, donc juste avant le confinement, et on avait planifié de faire un séminaire et ensuite des échanges avec des chercheurs à l'IRT sur des possibilités de collaboration. Et finalement, ça a été à cause du confinement et de la crise, on n'a plus pu faire ce séminaire-là. Et donc, on s'est dit qu'on va le reprogrammer, mais cette fois-ci en ligne. Et donc, voici on a réussi à le faire, donc je suis très content de ça. Et donc, je vais commencer par vous présenter Mir. Donc, il est un chercheur, professeur titulaire au département des sciences géomatiques de l'Université Laval. Il est chercheur régulier au Centre de recherche en données et intelligence géospatiale, dont il était aussi le directeur scientifique il y a quelques années. Et donc, il travaille beaucoup sur les aspects de la mobilité inclusive et on voudra aussi échanger plus au futur avec lui. Et donc, je suis très content de t'avoir ici dans notre séminaire et je vais te donner la parole. Mais juste avant, j'aimerais bien aussi annoncer que le prochain séminaire et Systemix se fera le 17 juin à 14 heures. Et ça va être un séminaire sur le sujet du Optimal Transport for High Dimensional Learning par Gabriel Perret de l'ENS. Donc, c'est disponible les informations sur le site de l'IRT. Je vous invite de participer aussi à ce séminaire qui sera co-organisé en collaboration avec l'Institut d'Ataïa. Et après cette pub, je donne la parole à Mir pour nous présenter son centre de recherche et ses sujets de recherche. À la fin, on aura un peu de temps pour des questions. Et après, pour ceux qui veulent rester après la partie officielle du séminaire, comme on n'a pas l'occasion de boire un verre ou un pot après le séminaire ou un café, je vous propose de rester dans le Zoom pour pouvoir discuter plus informellement de différentes possibilités de collaboration future avec Mir. Donc, à toi, Mir. Merci, Jacob. Donc, est-ce que j'ai le... OK, parfait. Le contrôle d'écran. Donc, sans tarder, je vais commencer avec une courte présentation de notre centre de recherche. Juste pour dire que, en tant que chercheur, je suis en fait membre du centre de recherche en données et intelligence spatiale en premier parce que c'est la thématique de mon expertise. Et ensuite, depuis 10 ans, je suis membre du centre de recherche en réadaptation et intégration sociale. Dans ce centre, évidemment, on essaie de valoriser les résultats de nos travaux de recherche en termes de développement des nouvelles technologies, en termes de technologies d'assistance pour venir aider aux personnes vulnérables et des personnes qui ont des incapacités ou des personnes âgées plus récemment. Donc, le centre de recherche, il existe depuis quand même une trentaine d'années. Et donc, il est situé à l'Université Laval. Il contient 75 membres présentement. Donc, on accepte des étudiants à différents niveaux. Sa mission est d'accroître la connaissance scientifique dans le domaine de géospatial. On appelle ça aussi géomatique. Et récemment, on essaie de moins utiliser la géomatique. On dirait que les gens n'ont pas adapté le terme comme il faut. Des fois, il faut trop expliquer. Donc,
les orientations commencent à être plus dans ce sens. Et évidemment, l'idée, c'est de faire la recherche et transférer la technologie vers l'industrie. Donc, là, au niveau de programmation scientifique, il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc, les domaines plus bases géomatiques ont été développés davantage dans les dernières années et finalement, on tombe dans l'ère de data science dans un sens, mais avec une forte dimension géo. Et donc, on aimerait développer des nouvelles méthodes et technologies dans ce sens et évidemment continuer à travailler avec du domaine pour développer des outils pour différents domaines. Donc, si on parle de mesures, en fait, dans le sens des expertises, on a des chercheurs qui sont plus dans le côté mesure, précision, qualité, parce que ça a été toujours une préoccupation des chercheurs en géomatique, donc la précision, supposons, de positionnement. Des fois, on veut étudier, supposons, la déformation d'un barrage ou déformation d'un pont. Donc là, ça prend vraiment des méthodes très, très précises, mais dans d'autres applications, évidemment, c'est moins. Et après, c'est plutôt l'analyse, la découverte de connaissances à partir de données de plus en plus massives. Donc là, il y a aussi, on a des axes thématiques. Comme vous pouvez voir, il y a un qui est dans lequel je me trouve plus, c'est la ville et communauté intelligente, mais on a des chercheurs qui sont plus intéressés dans la recherche ou des projets dans le domaine marine et des ressources naturelles et interactions humaines. Évidemment, on a, comme tout centre, on reçoit beaucoup de fonds de recherche, que ce soit un côté équipement ou le fonds pour payer nos étudiants. Donc, des bourses pour les étudiants, pour faire leur maîtrise et doctorat, souvent, c'est très énorme ici. Juste pour faire un survol des projets, pour vous donner une idée des projets qu'on est intéressé, supposons ici analyse de cartographie de bruit, donc plusieurs de nos chercheurs travaillent dans ce domaine-là. Ensuite, impact, supposons des choses cadastrales, donc le cadastre et comment ça affecte le développement durable. Ensuite, si j'avance, comme je parlais, il y a des projets dans le domaine marine, on parle de drones marines aussi. Les inondations, donc comment la technologie géospatiale pourrait nous aider à mieux gérer les inondations ou les cartographier ou prédire. Un des projets, ça peut vous apparaître un peu distant de ce que je vais présenter aujourd'hui. Ça, c'est mon projet dans le domaine mine avec la technologie LIDAR mobile. Et donc, tous les enjeux d'extraction automatisée de l'information à partir de données LIDAR, moi, je m'intéresse plus au traitement que de l'acquisition. Évidemment, j'ai des collègues qui sont plus spécialisés en calibration ou préparation de l'équipement. Sinon, le projet Mobilisic, donc c'en est un que je vais présenter encore, c'est moi disons, qui est le leader de ce projet-là. Et on a eu plusieurs années de travaux sur la réalité augmentée, la réalité mixte, même environnement virtuel, donc des technologies qu'on développe aussi pour différentes applications. Supposons ici, vous avez un exemple de projet qui permet de visualiser les voies souterraines de l'Université Laval en réalité augmentée. Évidemment, comme centre est lié à notre département, donc là, je parle de positionnement précis, analyse de déformation des ponts et ce genre disons, de projet. Donc là, ça fait un peu le tour. Donc le centre est situé à l'Université Laval et très lié au département, mais au département des sciences géomatiques, mais quand même, on a des membres qui sont informaticiens ou dans le domaine logistique, système d'information,
pas nécessairement géospatial, mais système d'information tout court. Donc, ça, c'était des exemples de projets qu'on a. Évidemment, s'il y a des liens avec ces projets ou éventuellement intérêts, on pourrait, je peux faire le lien avec les chercheurs qui lisent les thèmes de recherche que vous avez vus, ou éventuellement, si c'est mes propres projets, on peut effectivement échanger ensemble sur ces projets-là. Donc, sans tarder, je vais aller chercher mon fichier présentation. Là, je m'excuse. OK. OK. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des projets qui est encore en cours, mais sauf, je dirais que c'est devenu un programme de recherche pour moi. En fait, c'est un projet qui lie les chercheurs du centre de recherche en données et intelligence géospatiale aux chercheurs, où ça réunit les chercheurs aussi du centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale. Donc, vraiment, ça fait des projets multidisciplinaires. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu l'évolution je dirais, un ensemble de projets qui nous a permis de développer un prototype qui s'appelle Mobilicy, mais que ça reste encore en développement côté mobile. Et l'idée, c'est de développer et, disons, implémenter ça dans différentes villes au Canada et éventuellement, si c'est possible, ailleurs. Donc, ce projet-là, c'était né en 2013 avec la participation de plusieurs chercheurs, donc plusieurs en géomatique et plusieurs en réadaptation. Et en réadaptation, évidemment, il y a ceux qui sont supposons en ergonomie ou sciences sociales, anthropologie, et nous, je dirais qu'on est responsable un peu plus de l'aspect génie géomatique dans ce projet-là. Plusieurs autres universités, en fait, on a des collaborations aussi, l'Université de McGill et aussi l'Université de Montréal, dans lesquelles il y a aussi ce thème de recherche qui est disons, en cours et que les gens sont intéressés de participer à notre projet, avec la participation de plusieurs étudiants, dont en partie sont ici, mais que je n'ai pas voulu nommer tout le monde ici. Donc là, juste pour une brève mise en contexte, c'est que la motivation de notre projet commence du point où on dit tout ce qui est bâti jusqu'à présent, à part des exceptions, on le fait en effet avec une perception d'un citoyen standard autonome, sans trop être sensible à la présence d'une bonne partie de personnes avec des incapacités. C'est pour ça que euh, cela engendre la création d'un environnement urbain qui est pas accessible pour beaucoup de monde et qui fait que ça limite en quelque sorte leur participation sociale, dans un sens pour quelqu'un qui veut aller à l'école, pour aller faire une épicerie, sortir pour la fin de loisirs. Donc ça devient difficile, compliqué. Et évidemment, ça engendre cette fameuse exclusion sociale. Ça concerne combien de personnes? Supposons dans le cas du Canada, on parle de 3,8 millions de personnes qui présentent une sorte d'incapacité. Évidemment, ça inclut tout le monde. Évidemment, en ajoutant les personnes âgées, ça remonte même plus loin. Des incapacités augmentent en effet jusqu'à 57% quand on parle de 65 et 50 et plus. Parmi ces gens-là, supposons au niveau si on parlait des personnes à mobilité réduite qui utilisent, supposons, des chaises roulantes, motorisées ou non, on parle d'à peu près 200 000 personnes utilisateurs de chaises roulantes. Donc, mais en fait, cette limitation de participation sociale, ça limite
ça se limite pas à ces personnes-là. Il y a leurs familles qui décideraient finalement de ne pas aller faire une activité à un restaurant parce que un de leurs membres de famille ne pourrait pas se déplacer dans ces endroits-là. Alors, ça a vraiment, donc, il y a un grand impact finalement sur la population si l'aménagement n'est pas accessible. Donc, on dit se déplacer de manière autonome est essentiel pour la participation sociale. Et donc, cette participation-là, c'est un résultat de l'interaction entre des facteurs personnels. Donc, les facteurs personnels, on va voir, ça réfère à euh, l'organisme de l'humain et aussi son identité et ses capacités. Et de l'autre part, on a l'environnement. L'environnement est très vaste. En fait, on pourrait considérer l'environnement comme ayant des composantes physiques, sociales et aussi technologiques. Donc, de façon large, on va les inclure dans le thème environnement. Donc, cette interaction-là, ça permet de dire est-ce que la personne peut participer ou non, ou elle est exclue. Donc, notre but final, disons, c'est de voir comment on peut manipuler l'environnement dans tous ses sens, dans toutes ses dimensions pour, disons, euh, encourager cette participation-là. Donc là, évidemment, il y a beaucoup de lois qui sont adaptées de plus en plus dans le pays. En fait, ça a commencé par Nations Unies. Donc, il y a une volonté croissante au niveau national et international pour vraiment s'assurer que ces personnes-là peuvent bénéficier de façon égale des services et de l'infrastructure urbaine. Et dans ce contexte-là, et dans le contexte de cette présentation-là, quand on parle des villes intelligentes, évidemment, autant dans le sens large de villes intelligentes qui répondent mieux aux besoins de ces citoyens, et aussi dans le sens un peu plus dimension technologique. C'est sûr que ces notions-là, ces villes-là qui de plus en plus deviennent intelligentes, offrent ces possibilités-là de aider mieux ou plus facilement ces personnes-là pour se déplacer ou leur montrer où peuvent se déplacer sans rencontrer des obstacles majeurs à leur mobilité. Donc, dans un sens, augmenter leur participation. Donc là, on va dire que l'existence ou le travail sur la création des environnements et des villes intelligentes permettrait en quelque sorte augmenter la participation sociale des personnes ayant des incapacités. Le Canada, c'est l'année passée qu'ils ont adapté au niveau fédéral la loi sur l'accessibilité du Canada. Donc, on veut avoir un Canada accessible. On parle de 2040 comme un objectif où on veut éliminer les obstacles et assurer qu'il n'y aura pas de nouveaux qui se sont créés. Et cette élimination-là, en fait, il y a plusieurs thèmes d'accessibilité. On parle d'emploi, environnement bâti, technologie de l'information et communication. Quand on génère des technologies, souvent, le besoin de ces personnes-là sont en quelque sorte oubliés, négligés. Donc, et il y a d'autres thèmes, mais évidemment, ici, nous, on s'intéresse plus spécifiquement à la dimension de technologie de l'information et de communication parce qu'on parle d'une application mobile pour aider les personnes ayant des incapacités dans leur déplacement. En fait, ce genre d'outils qu'on promet, il y en a pas mal qui sont commencés. Des fois, c'est très local, des fois, ça prend d'ampleur peut-être un peu plus internationale, mais sauf chacun a un but, une limite, surtout dans le sens de, supposons, certaines vont se limiter tout simplement d'aller, ne pas nécessairement offrir une capacité de navigation, mais plutôt une analyse de niveau d'accessibilité d'un lieu. Supposons de dire, OK, moi, je vais aller au musée Louvre, donc le musée est accessible, mais pas nécessairement le déplacement. Donc, il y a de plus en plus aussi des applications sur le thème d'accessibilité qui considèrent le déplacement. Comme même Google commence à
mettre la main un petit peu sur cet aspect-là, mais un des, un des enjeux, c'est vraiment la question d'échelle. Des fois, ces applications-là, en fait, restent assez limitées, localisées dans une partie d'un quartier, malgré que nous aussi, pour l'instant, on est dans l'étape de recherche et développement, donc nos sites PC sont assez limités, mais on espère utiliser des nouvelles technologies qui permettent rapidement d'aller chercher les données nécessaires pour ce genre d'application d'échelle, disons, des villes et des provinces et pays. Donc, c'est dans ce contexte-là que je veux parler de la création de projets mobilistiques. Donc, l'objectif général de ce projet-là est de développer des environnements intelligents pour aider les personnes ayant des incapacités et des personnes âgées. Donc, on inclut ces personnes-là pour les aider leur déplacement sans obstacle. Et il y a deux volets de développement qui, évidemment, on a commencé à l'extérieur, mais il y a un bon, disons, intérêt aussi pour aider ces personnes-là dans des environnements intérieurs, non seulement dans le but de leur aider dans leur déplacement, mais cette partie-là, ça pourrait inclure aussi d'autres aspects comme évacuation dans dans les cas urgents ou ce genre de situation critique. Maintenant, quels sont les aspects qu'on pense que dans les applications souvent semblables sont un peu moins développés? C'est que on essaie de personnaliser notre trajet. Donc là, c'est sûr que Google, supposons, ou d'autres applications offrent certaines adaptations de suggestions d'itinéraires aux besoins d'utilisateurs, mais ça ne va pas très loin, ces applications, en fait, ces adaptations-là avec quelques items. Donc, on veut considérer la participation de ces gens-là dans l'élaboration de technologies. Donc, on parle de design cognitif, une méthode innovante qui était développée aussi par un des collègues qui participent à ce projet-là, donc l'aspect cognitif. Supposons on parle de charge cognitive, comment on peut communiquer différentes informations de différents types pendant la mobilité de la personne sans envahir en fait et de le déranger pendant son déplacement. On parle de multimodalité de communication de l'information. Donc là, on aimerait prendre, disons, profiter en fait des différents outils qui sont intégrés déjà dans les téléphones intelligents pour pouvoir vraiment développer différentes manières de communiquer l'information, soit visuelle, soit dans certains cas, en fait, pour une personne soit voyante, on pourrait avoir visuel, auditif aussi, comme on le fait nous-mêmes aussi dans l'auto, mais que dans certains cas, en fait, les modes d'usage sont limités parce que de toute façon, l'aspect visuel, supposons, ça ne servira pas à une personne non-voyante, supposons. Donc, un des enjeux qu'on va voir tout à l'heure là aussi, c'est les données. Vraiment, je dirais que la grande enjeu de ce genre d'application, c'est les données et leurs mesures, disons, leur mise à jour. Parce que dans l'environnement, comme on va voir, il y a une forte dimension, disons, dynamique et que ça, justement, souvent, c'est des obstacles à la mobilité qui peuvent exister dans les rues, sur les réseaux piétonniers et c'est ça qui, finalement, on n'a pas la capacité toujours à l'échelle des villes pour aller chercher ces informations-là ou mettre à jour quand ça change de façon rapide. Donc, autour de ça, en fait, il y a un modèle conceptuel très important et ce modèle-là que vous voyez, ça sert comme modèle de base pour beaucoup de projets au CIRIS, au Centre de recherche en réadaptation et intégration sociale. Juste très brièvement, là, comme vous pouvez voir, il y a trois grandes boîtes importantes. Donc, c'est le facteur 1 qui est des facteurs personnels. Deuxième à droite, en haut, c'est facteurs environnementaux. Donc, ça inclut évidemment les aspects sociétals et les aspects physiques, mais en même temps aussi
On pourrait inclure aussi la question d'échelle. Quand on parle, par exemple, de questions micro, on parle de vraiment côté personne, personne avec sa chaise roulante, supposons, ou vraiment très limité. Et après, ça pourrait aller à l'échelle communautaire. Donc, on peut parler des échelles micro, méso et macro. Et ensuite, en fait, donc on parlait de l'interaction entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux, mais aussi on parle qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, est-ce que je veux me déplacer ou je veux manger ou je veux réaliser une autre activité? On va les appeler habitudes de vie. Donc, dans notre cas, l'habitude de vie qu'on va étudier, c'est la mobilité. Donc, quel genre d'interaction peuvent exister entre la personne et son environnement pour que cette mobilité-là devienne possible? Et si ce n'est pas possible, comment on peut modifier l'environnement pour que cette interaction-là soit facilitée et que finalement la personne est capable de se déplacer de façon libre et autonome en ville. Donc ça, c'est la base. Donc à la base de ça, donc évidemment, ça nous prend d'identifier les facteurs qui affectent la mobilité, que ce soit côté personne ou environnement, et voir comment ces interactions-là se font pour pouvoir développer des applications qui vont en fait réussir disons, modéliser cette interaction-là, soit exclure certains itinéraires pour dire que de toute façon, si tu vas ici, il y a quelques marches et qu'avec une chaise roulante, oublie ça. Soit qu'on change les marches ou soit que tout simplement on a une deuxième option de supposons un chemin plus long et que là on va pouvoir acheminer la personne dans cette nouvelle voie. Juste rapidement, je vais survoler là. Il y a des enjeux, juste en commençant, on a remarqué que supposons dans le modèle PPH, le modèle conceptuel que vous avez vu, il y a une nomenclature. Donc, il y a une nomenclature qui détaille l'environnement, supposons, social, physique et technologique. Mais quand on vient, en tant que géomaticien, nous, on travaille depuis très longtemps avec les bases de données standards des villes, supposons. Après, on voyait il y a vraiment un écart vraiment important de dire, OK, ici, on est au niveau très détaillé et au niveau de nomenclature de PPH ou modèle conceptuel que vous avez vu, on est à un niveau très, très générique, très haut, comme des ontologies globales et des ontologies, je dirais, domaine ou application. Et même en regardant les bases de données des villes, on remarque aussi que tout ce qu'on mesure pour garder ces bases de données à jour, ce sont des bases de données encore qui sont faites pour des besoins de la ville dans le sens de, supposons, travaux de réfection des rues ou taxation ou entre des constructions. Donc là, quand on parle de mesures, supposons des petits espacements entre des bétons qui compliquent la mobilité des personnes, là, ce genre de données très détaillées ou une pente, on parle de bateau pavé, la partie de trottoir qui finalement se joint à l'asphalte dans la rue pour faciliter en fait descente et remontée de la personne sur le trottoir. Là, mesurer ça, c'était pas dans les habitudes des personnes, disons, dédiées de la ville pour aller chercher ce niveau de détail de données. Donc, d'abord, il fallait connecter ces bases de données-là avec les nomenclatures de modèles conceptuels et PPH. Et là, on voyait que vraiment, il y a beaucoup de choix à faire. Et c'est là qu'on parlait d'interopérabilité sémantique. En fait, ça, c'est une domaine où je suis active aussi. En fait, je ne sais pas si vous connaissez l'Association internationale en photogrammétrie et télédétection. Donc là, ISPRS, que ça s'appelle, je lead avec des collègues italiens et grecs un groupe international sur tout ce qui est l'interopérabilité sémantique des bases de données géospatiales. Et donc, c'est une thématique que ça m'intéresse depuis longtemps et que si jamais il y a des intérêts, on pourrait aussi en parler dans l'aspect collaboration. Donc, développer des ontologies et ensuite en servir pour
développer des bases de données qui vont nous servir pour notre application. C'est une partie des travaux que ça a été réalisé pour un de nos étudiants euh, au doctorat. Donc là, ça nous prépare en fait finalement disons, le contenant de la base de données qui sera, disons, prêt à recevoir des données. Mais des données, comment on peut aller chercher ça et à quel niveau de détail? C'est là que les enjeux majeurs commencent. Donc, si on parlait des mesures de l'environnement pour une telle application, et c'est là que ça nous amène aussi, en fait, plus au niveau des données, travailler avec les données, travailler avec les méthodes qui faciliteront l'extraction de l'information à partir de ces données brutes, des technologies nouvelles comme des drones, des lasers ou d'autres technologies qui peuvent aller chercher des informations très détaillées, mais que finalement, on est de plus en plus dans un contexte des données très variées, très rapidement acquis et que finalement on tombe dans le domaine de données massives et que comment on peut penser à des méthodologies de fouilles de données qui nous permettraient d'aller chercher c'est ce qui est vraiment pertinent dans disons, un océan des données. Juste pour vous donner un exemple de comment une partie de ville ou un quartier, là c'est un quartier à Québec, c'est ce que vous voyez en bas de l'écran, et le nombre d'obstacles ou de non-informité par rapport à les règles d'accessibilité, ça c'est quartier Saint-Roch à Québec. Donc, nos étudiants d'été, en fait, c'était pas des géomatriciens, c'était des gens plutôt côté et adaptation, qui sont allés vraiment discuter un peu l'environnement, de cet environnement-là pour compter et géolocaliser les points qui causent des problèmes de mobilité. Et pour un espace, disons, de 2 km par 2 km, il y a plus de 5000 non-conformités qui avaient été enregistrées dans le début de notre projet. Donc là, on veut chercher ces données-là de niveau détaillé, mais là, on parlait des données plus statiques, mais il y a le côté dynamique aussi. C'est pour ça qu'on parle de différentes technologies, nouvelles technologies qu'on peut s'en servir dans le contexte des villes intelligentes. C'en est un, les données ouvertes. De plus en plus, les villes sont appelées à ouvrir leurs données. Ça s'est fait graduellement. Souvent, les données de base sont rapidement devenues, disons, publiques, mais il y a des données, il y a certaines villes qui, supposons, encore, ils n'ont pas mis, supposons, des données sur les déneigements graduels des trottoirs, supposons, à Québec. À Montréal, c'est devenu plus accessible publiquement l'année passée, mais ici, on y travaille. Donc, il y a des thèmes de données qui sont plus disponibles que d'autres, mais on est dans le contexte des données ouvertes de plus en plus. On parle de crowdsourcing, donc les nouvelles technologies qui permettent aux citoyens de jouer comme le rôle d'un capteur, donc envoyer des informations pertinentes par rapport à la mobilité. On parle de différents types de capteurs, caméras, lidar, drones, ce genre de technologies, et aussi des technologies qui permettent aussi de finalement mieux géolocaliser les éléments dont on parle, que ce soit dans des environnements intérieurs ou extérieurs. Je vais accélérer un petit peu. Donc là, vous voyez des exemples de types de données qu'on veut chercher. Supposons une clôture temporaire qui apparaît et qui disparaît. Donc ça amène des enjeux aussi, des informations qui ne bougent pas dans le temps. Supposons la largeur d'un trottoir, peut-être tant qu'on ne le réaménage pas, donc ça ne change pas. Donc, mais par contre, c'est nécessaire à mesurer ça. Et la qualité des choses, c'est des choses qui changent, surtout des choses qui changent compliquent la chose. La mobilité, surtout des personnes qui sont, en fait, veulent vraiment éviter la présence de foule, supposons sur le trottoir ou, comme vous pouvez voir dans ces images-là, il y a la neige, il y a les bacs de poubelle ou des autos qui tout simplement négligent le droit de ces personnes-là, en fait, le droit des piétons, mais finalement, on stationnait sur le trottoir. Donc, tout ça, ce sont des choses qui peuvent changer d'une minute à l'autre ou d'une heure à l'autre. Donc, c'est là que
ça devient intéressant ou important d'avoir ces choses-là parce que ça impacte en quelque sorte la mobilité des personnes, supposons en chaise roulante, comme vous pouvez voir dans l'image en haut à droite, un sac de poubelle qui va empêcher une personne de se déplacer. Et finalement, des fois, il y en a qui sont capables de manœuvrer, de descendre sur l'asphalte pour remonter, mais certains d'autres, vraiment, ils n'ont pas de choix de retourner ou avoir un accompagnateur qui va l'aider pour finalement éviter cet obstacle. Ici, c'est le thème de Québec, la neige, et évidemment, ça, c'est un enjeu majeur pour la mobilité, non seulement pour des personnes avec des incapacités, mais aussi pour tout le monde en quelque sorte. De plus en plus, à Montréal, on parle des, euh, des pluies verglaçantes, toujours se glacer, et que finalement, tout le monde a de la difficulté de se déplacer, même pendant la fin d'automne ou même pendant l'hiver. C'est moins de neige, plus de glace. À Québec, on a plus de neige. Donc là, il y a des normes pour déneiger et ces normes-là, évidemment, affectent directement cette mobilité des personnes. Supposons pour technologie de mesure de qualité de trottoir, donc il y a des compagnies qui ont eu des solutions, disons, innovantes en mettant un capteur de gyroscope ou des petits capteurs qui permettraient de finalement mesurer la vibration d'une bicyclette ou un chariot ou d'autres choses sur le trottoir qui permettrait vraiment de cartographier la qualité de façon rapide et efficace. Euh, on parle, supposons, moi, c'est ce que j'ai, certains facteurs, évidemment, un des plus importants facteurs, c'est le relief, c'est les pentes de réseaux piétonniers. Et c'est là que l'arrivée des données LIDAR très denses nous permet d'aller chercher les détails dont je parlais parce que autrement, dans les données standards, on l'aura pas. On a parlé des données ouvertes, les données euh, acquises par crowdsourcing, de plus en plus disponibles. En Europe, il y a un gros projet Wilmap et des gens, en fait, des collègues en Allemagne, à Heidelberg, qui ont développé aussi, peut-être vous connaissez OpenStreetMap. Et dans ça, il y a une dimension accessibilité. Donc, les gens vont fournir des informations sur l'évaluation de l'accessibilité de toutes sortes d'établissements, de restaurants, tout ça. Donc, ça devient de plus en plus riche comme base de données qui peut servir pour des applications qu'on a. Et en fait, sans ce genre d'informations, ça devient difficile de mettre des capteurs partout parce que ça coûte cher. Alors, le côté réseaux sociaux, euh, contribution finalement médias sociaux, ça devient de plus en plus vraiment intéressant et important pour ce type de projet qu'on a. Pour des endroits un peu plus stratégiques, comme supposons l'exemple que vous voyez ici, j'avais un projet financé par le Conseil de recherche d'ingénieurs, en fait, ici au fédéral pour les ingénieurs. Donc là, on a mis en place, disons, des équipements multicapteurs avec incluant des caméras et des capteurs de humidité, de température, mais aussi de température qui est mesurée vraiment au niveau du sol là, pour savoir, supposons, quand est-ce qu'il peut y avoir la possibilité de la glace sur le trottoir afin de vraiment mesurer plusieurs éléments d'information intéressants pour la mobilité des personnes sur sur les réseaux piétonniers. Et les données LIDAR, de plus en plus les équipements LIDAR mobiles sont accessibles, disponibles. Avant, c'était cher, mais là, même des équipements, disons, portatifs qui peuvent être intéressants et acquis pour aller dans les bâtiments. Donc, de plus en plus, les données LIDAR, ça prend la place dans les jeux de données qu'on doit être capable de traiter, de classifier, de filtrer et finalement de transformer ça à des données utiles pour nos projets.
Donc, c'est là que ça m'amène un peu sur l'aspect traitement. Évidemment, comme vous aussi, vous travaillez au Canada, il y a un boom ou un retour vers l'intelligence artificielle, les méthodes automatisées basées sur le learning. On travaille beaucoup et dans notre centre de recherche, en fait, il y a maintenant un institut d'intelligence artificielle à l'Université Laval créé depuis cette année. Et en fait, il y a aussi un centre de recherche en données massives. Donc, ça, c'est un centre qui est très proche aussi à notre centre. Donc là, il y a des experts en informatique aussi, en différents domaines aussi, qui travaillent étroitement avec nos chercheurs côté traitement des données massives et des flux de données. Euh, donc, c'est là qu'un de mes étudiants avait travaillé sur l'extraction de l'information et combinaison d'intégration de l'information en quelque sorte pour faire un genre de corrélation en termes de présence des personnes sur le trottoir et les conditions météorologiques. Donc là, on essayait d'aller chercher en fait, les conditions où les gens sont présents. Donc là, c'est comme le fameux capteur que vous avez vu, ou multicapteur, ça nous envoie par Internet autant d'images, ça peut être vidéo, ou les mesures, disons, avec une certaine fréquence sur les conditions météorologiques. Donc là, je vous donne un des exemples de méthodes qui a été utilisée pour traiter ces données-là, c'était en fait par méthode apprentissage profond YOLO. Une des étudiantes qui travaille actuellement, en fait, j'ai orienté un petit peu ses travaux sur l'accessibilité des commerces. Donc, les gens, une fois arrivés à une place pour manger, est-ce qu'on peut savoir, supposons, est-ce qu'il y a des marches ou non? S'il y en a, combien? Est-ce que la porte est accessible? Est-ce que c'est assez large? Donc, imaginez si on a un lidar mobile qui passe dans une rue en quelques minutes, il va acquérir vraiment des données riches et intéressantes pour nos applications, mais il faut aller chercher, classifier ces données-là pour distinguer, supposons, qu'est-ce qui est le marche, qu'est-ce qui est le trottoir, qu'est-ce qui est, supposons, une borne d'incendie ou d'autres choses. Donc, il faut qu'on arrive à les classifier de façon automatisée. Donc, cet étudiant-là travaille en étroite collaboration aussi avec dans notre projet, il y a des partenaires industriels qui fournissent des données, qui participent et qui bénéficient aussi aux de résultats de recherche. Là, évidemment, les méthodes qu'on développe, c'est pas juste, disons, limité à l'usage pour la mobilité des personnes ayant des incapacités, mais que ça peut servir à détecter d'autres informations à partir des données LIDAR. Donc là, il est 9h48, je vais essayer d'aller vite. Donc, comme vous connaissez, en fait, il y a plusieurs méthodes d'apprentissage profond. Donc, on essaye vraiment au niveau de maîtrise, ce sont des étudiants de maîtrise. Donc, en quelque sorte, notre centre, en fait, apprivoise ces méthodes-là aussi. Ce n'est pas notre expertise principale, je dirais, mais par contre, de plus en plus, avec les données géospatiales, on aimerait vraiment développer cette expertise-là au centre et pouvoir disons, développer et par-dessus ça, en fait, améliorer ces méthodes-là. Supposons un des étudiants de doctorat que j'ai travaille sur en fait, des préoccupations de côté sémantique de l'information et comment ces aspects qualitatifs pourront venir aider aussi à améliorer la qualité de résultats qu'on obtient de ce genre de méthode. Donc là, c'est un projet en cours de réalisation par cette étudiante à la maîtrise. Maintenant, donc, supposons, si on a mesuré l'environnement, c'est ce qui reste, supposons, pour évaluer l'accessibilité, c'est le côté aussi humain. Donc, il faut établir un lien entre ces facteurs-là, facteurs personnels et environnement, pour pouvoir finalement dire, OK, un endroit, tu peux y aller, ou il y a des endroits que tu ne peux pas aller. Donc, c'est là qu'on définit un profil. Là, au niveau canadien, il y a des études, supposons un des exemples, ça s'appelle VILCON. Donc là, cette étude-là, en fait,
ils ont identifié une soixantaine de facteurs par rapport à lesquels on essayait de mesurer de façon objective la capacité de la personne. Donc, est-ce que tu es capable, soit manœuvrer une descente d'un trottoir sur le chaussée et remonter. Donc là, c'est une capacité de la personne par rapport à disons, son handicap. Donc, mais nous, on voulait plutôt avoir un sous-ensemble des éléments très étroitement liés à la mobilité. Donc, en quelque sorte, on voulait identifier des éléments les plus, disons, critiques avec lesquels la personne interagit pendant sa mobilité. Donc, supposons la pente, tout à l'heure on parlait de la pente d'un trottoir, et la largeur et aussi, supposons l'existence d'un dénivellement, une marche ou tout simplement un dénivellement de quelques centimètres pour une chaise roulante, donc ça devient peut-être un obstacle. Et aussi, supposons, on parle de traverse d'une intersection. Ça, c'est dans la littérature liée dans le domaine. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui ont, quand il y a, supposons, un feu de circulation, un bouton pour activer feu de circulation piétonne, là, les gens sont plus assurés. Donc là, ils ont moins de peur de traverser. Dans d'autres endroits, ils ont vraiment des problèmes. Donc là, ce sont des éléments qui sont identifiés comme importants pour qu'on se prononce sur la perception de la personne de sa capacité de franchir ou pas un obstacle ou utiliser un facilitateur aussi. Donc, on parle toujours obstacle et facilitateur. Donc là, il y a différentes méthodes. Donc, ça devient compliqué, supposons de dire, OK, on va aller qualifier le type d'handicap ou de l'incapacité de la personne. Donc, on est resté plutôt au niveau de confiance de la personne, c'est-à-dire, est-ce que tu es capable, est-ce que tu es confiant d'effectuer une action en présence supposons, d'un type d'obstacle spécifique. Supposons, est-ce que tu es, à quel niveau tu es confiant de monter une pente de 8%. Donc là, ici, il donne une très, très haute confiance. Donc là, on va dire que si dans l'environnement, il y a un segment de trottoir qui est de 8%, donc cette personne-là va quand même pouvoir monter ou descendre. Donc là, c'est ça, sans vouloir caractériser l'aspect plutôt, disons, disability ou handicap, on essaie plutôt voir sa perception et sa confiance pour voir est-ce qu'il peut franchir ou pas un obstacle. Donc là, c'est ce qu'on appelle ici le profil. En fait, on a ce qu'on appelle le scoping review, là, un article en cours pour raffiner un peu ces éléments-là qu'on a mis ici, mais c'est un travail en cours. Donc, par rapport à ça, donc, il faut mesurer tous ces aspects-là de l'environnement physique et éventuellement ajouter d'autres éléments de l'environnement social, supposons la présence des foules ou des interactions avec les foules. Même la volonté, supposons, d'avoir quelqu'un qui va aider facilement ou quelqu'un qui est en chaise roulante, est-ce qu'il a la volonté ou, disons, dans sa culture, est-ce il demande facilement de l'aide ou non. Donc, c'est ça que ça peut changer le donne en termes d'accessibilité, supposons au Nord-Amérique par rapport à l'Europe ou un autre pays avec une culture un peu différente. Donc là, ça nous amène à proposer des trajets dans lesquels on codifie un petit peu le niveau de l'accessibilité. Donc ça, c'est un exemple de dernière version de notre application. Donc évidemment, quand on fait le même trajet entre A et B, en fait, même origine et destination avec Google, évidemment, là, on obtient le chemin le plus court, mais c'est ce que nous, on obtient, c'est le chemin, je dirais, qui est le plus accessible. Donc, évidemment, il y aura aussi des affichages, des options disons, un peu plus difficiles ou un peu plus faciles aussi, comme un peu Google fait, pour avoir aussi des options de niveau d'accessibilité. Des fois, la personne veut faire plus d'efforts, mais que son chemin est un peu moins accessible. Un autre résultat de ce développement-là, c'est plutôt
agréger un petit peu les différentes informations d'accessibilité que, en fait, finalement, les personnes vivent et qu'ils annoncent ça aux autorités de la ville. Et finalement, ça nous fait une carte d'accessibilité que, supposons pour la majorité, on voit où est-ce que c'est difficile. Donc là, ça peut devenir un outil de prise de décision pour pouvoir aider les gens à disons, prioriser les travaux de réaménagement, supposons, ou réparation. Nous sommes en train de travailler sur la version mobile multiplateforme de cette application-là avec d'autres étudiants qui sont sur place. Donc là, on parlait que vous êtes plus aussi dans l'optimisation. J'ai pensé juste alors l'idée que ça peut aussi servir à la discussion là. Évidemment, proposer un trajet accessible mais optimal dans un sens, dans le sens où on veut, et une personne en chaise roulante aussi, il ne veut pas faire le tour du monde pour arriver de A à B, mais qu'il veut vraiment prendre un peu un chemin qui ne l'empêche pas à se déplacer, mais en même temps, il a aussi des fois ces personnes-là, en fait, ils ont les mêmes contraintes, ils veulent arriver vite à une destination. Alors, qu'est-ce que ça serait euh, un trajet optimal, mais aussi accessible, aussi personnalisé, adapté, d'accord, adapté à la capacité de la personne. Donc, comme on a vu, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui affectent. Certains sont plus critiques que d'autres, et c'est difficile, vraiment difficile disons, attribuer un poids à chacun des facteurs-là. Ce sont vraiment une prise de décision multicritère. Là. Donc là, la question d'optimisation se pose dans un sens. C'est comme si on était dans une question de transport optimal avec différents enjeux environnementaux ou émissions de gaz à effet de serre. Donc vraiment, on a un peu, on peut faire un parallèle avec ce genre de projet. Donc là, nous, on avait procédé avec une approche floue pour pouvoir vraiment combiner euh, de façon logique un peu le niveau de confiance de la personne. Supposons que pour chaque segment, il y avait plein de facteurs à considérer et lesquels, quel poids qu'il peut avoir. Et finalement, la combinaison, l'agrégation de ces éléments-là permettait de dire, OK, le code d'accessibilité pour cette personne-là, pour le segment en question, c'est telle chose. Et ça permet aussi, après, avec disons, les algorithmes de routing, considérer ces contraintes-là de l'accessibilité pour proposer des chemins, donc adaptés, optimal. En fait, des fois, on utilise les termes comme suitable ou donc, on peut jouer avec les mots, mais il y a vraiment un aspect optimisation. Donc, cette optimisation donc, résulte à un ou plusieurs options de trajet. La géolocalisation joue un rôle vraiment très important dans ce genre d'application. Comme vous pouvez voir, en fait, on veut travailler évidemment avec les téléphones intelligents. On ne veut pas imposer une dépense supplémentaire. Évidemment, on peut, ici, dans cette image-là, vous voyez la géolocalisation par des équipements spécialisés géomatiques. Évidemment, on voit les points bleus là, qui sont exactement au centre d'un trottoir. Mais les points orange, comme vous pouvez voir, ça promène un petit peu. Des fois, ça est loin de plusieurs, même dizaines de mètres, dépendamment comment l'aménagement est localement ou présence des bâtiments de plusieurs étages. Donc là, ça devient un peu problématique de dire, OK, même dans une petite rue là, qui a une largeur de 6 à 8 mètres, comment je peux dire, est-ce que la personne est à droite ou à gauche de la rue pour lui fournir finalement des alertes par rapport à des risques, supposons, ou présence des éléments facilitateurs ou obstacles sur un trottoir à gauche ou à droite de la rue. Donc là, on a des étudiants qui regardent aussi pour la géolocalisation un peu plus efficace qu'on peut avoir pour notre application avec GPS à l'extérieur. Mais je voulais vous amener côté intérieur et que c'est là que vraiment on est dans un contexte aussi d'optimisation. Si on parlait de développement des environnements intelligents
encore là, entre guillemets, je parle de dimension technologique. Donc, instrumenter un environnement. On est dans un contexte COVID et récemment, on est en train de soumettre un projet. Là, l'idée, c'est de permettre, supposons, dans la réouverture des établissements, comment on peut suivre les personnes qui sont prêts à être, disons, qui se prêtent au jeu de tracking. Et comment on peut dire, OK, il y a un bâtiment de tant d'étages et avec une largeur, plusieurs couloirs, combien de supposons e-beacons ça me prendrait pour couvrir de façon efficace l'ensemble de cet établissement-là. Donc là, la question se pose en termes d'optimisation. La portée, donc dans ces optimisations-là, c'est ce qui devient intéressant, c'est la portée des capteurs, donc que ce soit plutôt un capteur côté ponctuel, une mesure ponctuelle, ou plutôt, supposons, une caméra qui voit jusqu'à certains points de façon efficace. Donc, combien ça m'en prend pour couvrir mon environnement intérieur, supposons, ou extérieur, évidemment. J'avais un étudiant au doctorat qui a fini il y a 2 ans. Donc là, la question se posait pour l'extérieur. Supposons si on voulait suivre un phénomène supposons avec des caméras, donc combien ça en prendrait pour, supposons, une campus de l'université ou en fait, une caserne qu'on veut protéger. Il y avait des questions de sécurité. Combien ça nous en prend pour s'assurer qu'il n'y a pas de trou qui reste entre les deux et que, supposons, dans une prison, quelqu'un veut s'enfuir, donc il va pouvoir trouver la place qui n'est pas couverte. Donc, optimiser comment ça marche. Donc, évidemment, on parle différents enjeux, différents objectifs qu'on peut avoir, mais l'optimisation, c'en est un des points qu'on a regardé avec nos étudiants et qu'il y en a un plus spécifiquement présentement qui travaille sur l'optimisation des réseaux de capteurs à l'intérieur du bâtiment et il veut nous aider dans la question de déplacement, géolocalisation, suivi, tracking des personnes. Euh, on a collaboré dans ce genre de projet avec des gens en génie informatique et en génie électrique. Eux, ils utilisent beaucoup des méthodes d'optimisation globale. Nous, on a mis en avant un peu les méthodes d'optimisation locale disons, qui utilisent beaucoup l'information de voisinage. D'accord? Donc là, on jugeait qu'on peut aller plus vite pour optimiser. D'ailleurs, le premier étudiant qui a fini, dans ses résultats, en comparant, on voyait qu'on peut arriver à un résultat d'optimisation. En fait, ici, certaines critiques nous disaient que ce n'est pas une optimisation, c'est une maximisation. Dans un sens, c'est comme on essaye d'augmenter la couverture et on a un scénario où on accepte on est vraiment rendu à un maximum de couverture, mais pas nécessairement optimal dans le sens mathématique dans les méthodes globales. J'espère qu'il y a un certain intérêt dans ce sens aussi dans votre groupe. Peut-être on pourra en discuter. Donc là, c'est sûr que je ne vais pas trop passer le temps sur ces aspects-là. Pour aller maintenant dans le projet de cet étudiant dont je parlais là, donc Mobilisic entre dans les bâtiments pour les guider, pour leur fournir de l'information. Supposons dans un hôpital, on disait qu'il y a une personne à la réception, on lui donne, on donne à cette personne-là, un patient, un trajet, mais que finalement, après 5 minutes, il arrive à supposons un ascenseur qui est en panne. Donc là, la personne ne sait plus quoi faire, peut-être qu'il doit retourner. Donc, est-ce qu'on est capable de considérer ces éléments-là dans une application intérieure et fournir des trajets qui sont disons, accessibles à l'intérieur du bâtiment pour la personne? Donc là, l'étudiant est en train de aussi développer des méthodes d'optimisation locale pour des environnements intérieurs. Donc là, je mets fin un peu ma présentation. Donc, c'est des remarques dans un sens dans le développement de ces applications-là. L'enjeu principal qu'on a vu, évidemment, l'aspect multidisciplinaire et les étudiants qui ont de la capacité de développer ce genre d'applications. Évidemment, ça varie de très, très génie, même génie informatique,
j'ai un logiciel jusqu'à des gens qui doivent être capables de parler avec des personnes utilisateurs pour dire supposons, quels sont les critères d'utilisabilité d'une application comme ça. Donc, quelle est l'ergonomie d'une interface qu'on doit développer. Supposons on parlait de charge cognitive, comment on peut mesurer ça de façon objective et comment on peut optimiser. Là aussi, il y a une optimisation dans le sens que s'il y a plusieurs modes de communication, de plusieurs types d'informations, comment on peut s'assurer que la charge cognitive de la personne quand il reçoit des messages, c'est optimal. Donc là, donc c'est dans cette perspective-là, évidemment, une remarque finale aussi que on est dans une ère de développement de nouvelles technologies et où l'arrivée de nouvelles technologies qui nous facilite effectivement non seulement l'acquisition, mais la mise à jour continuelle des informations qu'on a. Et on espère que dans les prochaines mois et années, avec les méthodes aussi performantes d'analyse et de traitement des données massives, on arrive vraiment à répondre à cette contrainte principale de scalability de l'application, de dire, OK, on peut aller rapide pour l'implémenter dans une ville et aussi s'assurer de sa maintenance en termes d'information. Merci beaucoup. J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué avec ça. C'était long un petit peu. Et en tout cas, je suis ouverte aux questions s'il y en a. Merci. Merci beaucoup, Mir. Donc, je propose si vous avez des questions, de me faire signe sur le chat ou est-ce que si vous avez la fonction lever la main, d'utiliser ça et après je vous donne la parole, c'est pour ne pas parler tous en même temps. Est-ce qu'il y a des questions Oui, Bruno. Oui, bonjour. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Je voulais savoir comment vous faites pour collecter le besoin, en fait. Vous avez dit qu'il y a des étudiants qui étaient capables de discuter, de prendre en compte le besoin des utilisateurs. Est-ce que vous avez sélectionné des petits groupes pour faire des ateliers d'idéation? Est-ce que vous contactez les… En effet, il y a différentes méthodes. Je dirais que on parle de focus group. Des fois, c'est des questionnaires en ligne. Supposons récemment, on en a eu justement en étant à Paris, à Satori. On travaillait avec une étudiante au doctorat qui travaille sur le déplacement des personnes âgées et des personnes jeunes. En fait, on voulait aussi avoir un élément comparatif. Mais dans son cas, c'était pour une des dernières expérimentations, c'était vraiment un questionnaire d'habitude de déplacement avec les repères qu'on voulait analyser. Et donc ça peut être avec des questionnaires. Évidemment, ça commence par une définition d'un protocole, des questions précises, on le soumet à un comité éthique. Donc, souvent, le sujet humain est présent dans ce genre de projet. Donc là, l'aspect éthique vraiment est important pour qu'on aille le go pour aller cueillir des données. Et après, évidemment, on passe avec des méthodes qualitatives ou d'autres méthodes pour analyser ça. Donc, souvent, pour cet aspect-là, en fait, des actions qu'on avait, des études qu'on avait, souvent, c'était nos collègues en fait, on participait, mais sauf c'était les leaders, je dirais. C'était de l'autre côté, eux, ils sont très, très habitués là pour, disons, définir des protocoles de recherche. Supposons, j'ai co-dirigé une étudiante avec une collègue qui plutôt on travaillait sur l'utilisabilité. Et récemment, il y a une autre étude qu'on a faite, plutôt l'utilisabilité de l'application de navigation de Google. Donc, comment les gens avec des incapacités sont capables de manipuler, supposons, ce genre d'outils sur leur téléphone et quelles sont les limites ou les avantages qu'ils voient. Donc là, vraiment, on prépare à l'avance tout l'aspect protocole, des questions à répondre. Des fois, ce sont des questions
plutôt oui ou non en termes de réponse, mais des fois aussi on va aller chercher des commentaires un peu plus détaillés, donc c'est plutôt verbal, donc il faut aussi des méthodes vraiment spécifiques pour analyser ce genre de choses. Il y a des outils aussi logiciels qui sont développés pour ça. Ok, merci. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question, Mire. Donc, quand tu nous montrais le slide avec les chemins les plus accessibles, donc après, tu montrais différents types d'objectifs ou un peu vers une optimisation multi-objectif. Donc, vous utilisez quel algorithme pour calculer ces... Donc, c'est des plus courts chemins avec des poids un peu différents ou comment vous faites? Oui, tout à fait. Donc, en fait, en quelque sorte, supposons si on parlait d'une cost function là, dans un sens, au lieu d'avoir seulement la distance, on a en fait, c'est ce que j'ai présenté, c'est une partie de méthodologie que mon étudiant au doctorat avait développé, mais sauf dans un de ses articles qui a aussi récemment publié, il parle d'une autre méthode, mais pour dire que l'idée, c'est de prendre chaque segment, regarder quels sont les éléments critiques qui existent, par exemple par rapport à la qualité de trottoir, en fait, la surface, la largeur de trottoir, la pente, est-ce qu'il y a une présence de neige, est-ce que la pente est trop forte. Donc là, on essaye de combiner ça, mais sauf, c'est ça, c'est qu'il y a, en fait, le poids vient du fait que la personne prend au début, quand il veut vraiment, c'est comme s'il configure une fois, tant que ça ne change pas, évidemment, son profil reste fixe. Et ce profil-là, c'était les questions que je vous ai montrées dans un des diapositives. Là. Donc, la personne, supposons, il dit, moi, je suis 80 ou 60% confiant de faire une pente plus grande que, supposons, plus petite que, supposons, 6%. Donc là, ça sert comme un élément de poids pour l'aspect euh, disons, pente, mais il y a d'autres facteurs. Mais comme je disais, c'est là que aussi, en fait, ça ressemble un peu à des méthodes d'optimisation pour dire que comment on combine ça, comment on agrège ça, parce qu'ils n'ont pas les mêmes poids et les mêmes... parce que supposons s'il y a une marche, la présence des autres devient un peu moins important parce que la marche, c'est disons, un obstacle majeur. Donc là, ça, c'était un de nos complexités, en fait, l'aspect de travail de l'étudiant qui devait faire. Là. Donc, il y avait un aspect logique. Donc, s'il y avait telle chose, donc on donnait une priorité un peu à certains facteurs pour finalement, avec une logique descriptive, arriver à une réponse. Comme j'ai dit, dans une autre méthode, c'était plus quantitatif qu'on a procédé avec les logiques floues. Donc, effectivement, c'est Là, j'ai dans une ce sens question. que... Donc là, avec les logiques floues, c'est aussi une façon de combiner les différents poids ou les différents objectifs dans un objectif. Et là, j'ai une Exact. question. Est-ce que vous avez réfléchi à utiliser des approches plutôt multi-objectifs, d'optimisation multi-objectifs, donc qui permet après de générer plusieurs solutions qui sont équivalentes d'un point de vue Pareto? Et on pourrait, par exemple, Je dirais que poser celle-là, plusieurs en fait, questions, d'ailleurs, plusieurs réponses équivalentes en mhm. termes de multi-objectifs aux... En fait, dans la littérature qu'on avait regardée, effectivement, on voyait qu'il y a des travaux dans cette direction aussi. Évidemment, l'étudiant devait finir. Et, et là, on n'a pas poussé ça plus loin, mais ça m'intéresse beaucoup parce que, comme je Oui. t'avais dit, à part ce projet mobilité, on a un projet qui s'appelle Optimon et qui peut-être tout à l'heure, on peut parler un peu plus en détail. Là. Il y a une loi au Canada, au Québec, qui interdit l'incinérisation des matières organiques à partir de 2022.
Et là, il faut vraiment acheminer toute matière organique vers des usines de biométhanisation. Donc là, optimisation de géolocalisation de cette usine-là et aussi le gisement, en fait, d'où ça vient les matières et comment on peut dire, OK, cette usine-là a 100 000 tonnes par année qui peut traiter, comment on peut optimiser finalement, c'est comme un peu le location allocation, là, d'aller chercher jusqu'au bout, mais en même temps, avoir multi-objectifs dans le sens économique, émissions de gaz à effet de serre et tous ces aspects-là. Donc ça m'intéresse effectivement de regarder ça. Peut-être ça peut être potentiellement un sujet à explorer ensemble. Vous avez travaillé sur ça, je pense. J'ai fait un peu. Là, actuellement, je travaille dans un projet avec une collègue autrichienne et sa doctorante sur un problème multi-objet. D'accord. Donc, effectivement. Plus court chemin, c'est plutôt des routages plus longs, mais je pense que je pense que c'est vraiment un truc qui est intéressant. Ouais, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions là dans le est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Amir? Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais clore la partie officielle du séminaire. Sans oublier, je vais repartager mon écran avec la pub. Donc, normalement, vous devrez vous voir la présentation. Ici. Donc, ça, c'est l'annonce de notre séminaire le 17 juin. Donc, n'hésitez pas à vous enregistrer aussi pour notre prochain séminaire. D'accord. Est-ce qu'on peut demander d'être inclus dans les listes en voix? Ah, oui. Tu peux, en fait, tu peux t'inscrire. Ah, OK, c'est par inscription, mais il faut recevoir ça. OK, il faut aller sur le site. Il faut aller sur le site. On peut s'inscrire sur notre liste. On peut s'inscrire au séminaire. Donc, je pense que dès qu'on s'est inscrit dans un séminaire, on reçoit les annonces nouvelles. Les prochains séminaires, oui. Et sinon, on peut aussi s'inscrire à la newsletter de IRT Systemix, où on a tous les mois les nouvelles et aussi les annonces des prochains séminaires et d'autres nouvelles de notre institut en général. Excellent. N'hésitez pas à tout le monde à vous inscrire aussi à notre newsletter.